suis responsable du centre d'intervention précoce à Dijon, qui est un centre qui prend en charge les jeunes gens présentant à la fois un risque de développer un trouble psychotique ou un trouble thymique, ceux ayant présenté un premier épisode psychotique ou étant dans un processus de psychose débutante. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'accès au diplôme professionnalisant de ces jeunes en souffrance psychique, notamment les jeunes qu'on prend en charge dans les filières d'intervention précoce, parce que rapidement, au cours de leur prise en soin, ce sont des questions qui interviennent. Alors, en effet, les problématiques spécifiques du jeune adulte, ce sont les suivantes. C'est la période qui représente la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, qui est une phase critique de développement, avec toutes les fragilités à la fois psychologiques, narcissiques, tous les bouleversements sociaux que ça représente. Et c'est au cours de cette phase qu'il va y avoir l'individualisation de la famille, le développement des intérêts, des hobbies, la découverte de tout ce qui sont les relations amoureuses et amicales, le développement et le maintien des relations, et puis l'entrée dans la vie professionnelle, universitaire et globalement les études. On sait que dans le cadre de l'accès au diplôme professionnel, il y a des points de fragilité. Et ces points de fragilité, ça vont intervenir à 5 moments différents. Ça va être généralement au moment de l'obtention du bac, qui va représenter une première cassure dans l'accès au diplôme de ces jeunes. La transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, au moment où il y a l'arrivée dans les études supérieures, au moment de la transition vers l'emploi. Et il y a un 5e point qui intervient, c'est quand il y a, après plusieurs années de rupture du parcours professionnel, il y a une tentative de reprendre un accès à l'emploi ou reprendre un accès à un diplôme. Donc, j'ai un peu résumé ces 5 points de fragilité auxquels on va particulièrement s'attacher dans le cadre d'un accès à un diplôme et l'accès à l'emploi. On sait que la majorité des pathologies psychiatriques donc qui interviennent dans le 15 et 25 ans, ça va être pendant cette période de professionnalisation et que 20% des étudiants sont concernés par un trouble psychique. Parmi tous ces étudiants, on sait que 50% des premiers épisodes psychotiques, par exemple, ne vont pas terminer leur cursus de second degré. C'est-à-dire que 50% n'iront pas au-delà, n'iront pas jusqu'au bac et n'iront pas au-delà. Alors que quand on n'a pas de premier épisode psychotique, on est dans la population générale, on est plutôt à 14%. Globalement, les étudiants en situation de handicap psychique, ils sont plus à risque également d'arrêter leurs études supérieures. Jusqu'à 91% vont rapporter qu'à un moment donné, ils ne vont plus pouvoir suivre en cours. Alors, ça, ce sont des données en dehors de la crise sanitaire actuelle qui sont largement augmentées actuellement, notamment dans le cursus universitaire où la visio et tout ce que ça implique en termes de coûts cognitifs va faciliter le décrochage scolaire. La problématique quand on n'a pas un diplôme, c'est qu'on a des difficultés à s'inscrire dans le champ professionnel, que quand on a ces difficultés-là d'accès à un diplôme, on a une employabilité qui est moindre. Il y a un handicap fonctionnel, il y a des difficultés d'insertion que ça va créer, et tout ça, ça va un peu agir comme un cycle, un cercle un peu vicieux. Ça va aussi agir sur l'estime de soi et ça va agir sur les capacités de rétablissement. L'accès au diplôme professionnalisant, ça doit être une cible importante des actions des case managers, par exemple, dans l'intervention précoce. L'idée va être de maintenir le cursus ou la voie qui avait été, en tout cas, souhaitée par le jeune, malgré les symptômes. Ce qui nécessite pour les équipes d'intervention précoce et les équipes de soins qui prennent en soin ces jeunes, la connaissance des parcours de formation, parce qu'ils vont parfois avoir un rôle de médiateur avec les responsables pédagogiques. Ça implique également pour ces jeunes des difficultés dans la préparation des cours, l'organisation et suivre les cours. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte dans les soins qu'on va proposer dans la prise en charge de ces jeunes. Ça va être par exemple de l'aide aux soutenances orales, de l'aide à la préparation des examens. Ça peut également passer par des aménagements scolaires ou universitaires. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que
cet accès au diplôme professionnalisant, ça va être une demande récurrente et très fréquente des jeunes, à la fois des jeunes à ultra haut risque et des jeunes patients présentant un premier épisode psychotique dans les centres d'intervention précoce, et que ça nécessite souvent des aides pour faire face aux difficultés cognitives, type de remédiation cognitive ou des outils de gestion du stress pour permettre et faciliter cette intégration. Alors, tout ça, ça soutient une idée qui est assez importante, c'est un peu remettre en cause les pratiques assez paternalistes qu'on peut rencontrer dans les soins standards qui favorisent la non-reprise de l'année scolaire en cours, notamment après la survenue d'un trouble psychique ou quand il y a une hospitalisation, quand il y a eu une forme de cassure comme ça, que ce soit un problème épisode psychotique ou autre chose. L'attitude soignante dans les services est souvent finalement de dire prenez votre temps, on reverra le projet l'année d'après, et ce qui fait perdre en fait du temps. Et souvent, c'est ce que je disais enfin ce que j'expliquais souvent, quand un jeune il va défaire sa première décompensation, quelle qu'elle soit, en novembre ou en décembre de l'année universitaire ou scolaire, si on l'arrête à ce moment-là, il ne va jamais reprendre. Ça va être beaucoup plus compliqué de reprendre, l'année si on lui dit écoutez, on fait une année blanche et on recommence la scolarisation en septembre. Et là, ça fait des mois où il n'y a pas d'activité, où le projet de diplôme et d'intégration dans un cursus scolaire, il est un peu remis finalement, il passe au second plan, et ça rend les choses beaucoup plus difficiles après à remettre en cours. Alors qu'il y a des jeunes qui les vont décompenser en fin d'année, en juin ou en juillet, et finalement, eux, ils vont avoir l'été pour se remettre en selle, entre guillemets, et puis ils vont reprendre en septembre. Et ce côté un peu paternaliste et protecteur de dire, non, écoutez, prenez votre temps, il faut essayer d'arriver à le tempérer. Alors bien sûr, l'adapter au plus possible aux patients, mais parce que c'est important que très rapidement, cette reprise du cursus puisse être abordée et que des aides soient mises en place et favorisées avec des liens avec les centres de formation, avec les centres de santé universitaire pour mettre en place des aménagements si besoin, mais qu'on puisse essayer que le patient, le plus rapidement possible, il reprenne le cours normal de sa scolarité. Ça nécessite aussi d'avoir un travail étroit avec les milieux scolaires et universitaires, et aussi une formation à la sensibilisation, une sensibilisation aux troubles psychiques et une déstigmatisation des troubles psychiques. Ça nécessite aussi la mise en place d'un réseau, parce que c'est des jeunes alors c'est ce qui se passe avec le réseau Transition, hein, des jeunes qui bougent beaucoup en fonction de leur cursus scolaire, puissent avoir d'une ville universitaire à une autre les mêmes dispositifs pour être maintenus dans les cursus scolaires. Et puis après, ça sera l'accès à l'emploi. Alors, plus largement, c'est vraiment la réflexion sur qu'est-ce qu'on met en place pour justement favoriser cet accès à un diplôme professionnalisant. Au final, il y a quand même peu de dispositifs adaptés aux jeunes. Je parle de dispositifs, on va dire, un peu mixtes, sanitaires, aux jeunes qui soient suffisamment réactifs, qui va permettre le maintien en milieu ordinaire. Moi, je suis psychiatre dans un centre de santé universitaire à Dijon, et en dehors du centre d'intervention précoce, et je vois toute la difficulté qu'ont ces jeunes-là quand on les repère. Alors, maintenant, quand je les repère lors de ma consultation de centre de santé universitaire, je les bascule sur le centre d'intervention précoce, et du coup, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Mais tous ces autres jeunes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'intervention précoce, il y a quand même, au niveau de certains centres de santé universitaire, peu de choses adaptées au niveau de la réactivité et au niveau de la personnalisation de la prise en charge de leurs difficultés. Donc, au sein du CIP, voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge cette mission, et plus particulièrement le case manager, parce qu'il y a une rapidité d'intervention, il y a une proactivité, il y a une mobilité, que ça va favoriser l'alliance thérapeutique, que la reprise des cours va rentrer dans le cadre d'un projet personnalisé, qu'on vise le rétablissement fonctionnel. Mais ça va peut-être nécessiter aussi qu'au sein de chaque équipe, il y ait plus un spécialiste de réinsertion professionnelle et scolaire qui va permettre, alors soit un case manager, soit une assistante sociale,
de créer un réseau avec les organismes d'aide à l'emploi, avec les partenariats, créer des partenariats avec tout ce qui peut exister au niveau local, et puis en créant des outils assez spécifiques de réinsertion professionnelle et scolaire, comme des ETP qui sont un peu dédiés. Alors, c'est ce qu'on a créé à Dijon, un ETP qui va travailler un petit peu cette réinsertion. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre en place assez tôt ce projet pour arriver au rétablissement fonctionnel. Alors, ça nécessite une collaboration avec les neuropsychologues, avec les case managers, et avoir des actions pour un petit peu déstigmatiser sur place les troubles psychiques. Un exemple de tâche qu'on peut faire, hein, ça va être quand il y a une plainte pour des difficultés de concentration sur une tâche précise ou sur une tâche un peu plus soutenue ou sur plusieurs tâches en même temps. Voilà, c'est des plaintes qu'on a fréquemment, qu'on a de plus en plus fréquemment, là actuellement, avec la difficulté à prendre des notes, difficulté à suivre en cours. Il y a aussi des difficultés avec les fonctions exécutives qui va rendre difficile l'organisation et la gestion du temps de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tout ça. Et également de prendre en compte l'estime de soi, parce que c'est une problématique assez importante, très fréquente chez nos jeunes patients, notamment les patients qui ont présenté un premier épisode psychotique, qui développent souvent des troubles de l'estime d'eux. Donc ça va être aussi à travailler de façon assez importante pour permettre ce retour à l'emploi. La réflexion, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors, il y a les soins-études. Le problème du soin-études, c'est que finalement, on n'est pas dans le milieu ordinaire vraiment. On reste. Alors, il y a des dispositifs qui sont très, très bons, mais on reste dans quelque chose d'assez médico-centré finalement. L'idée d'avoir forcément des structures qui soient complètement implémentées sur le lieu des formations, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a le plus stigmatisant. Le modèle du case management appliqué à l'accès au diplôme professionnalisant permet justement ces allers-retours et ces points de liaison entre le milieu sanitaire et le milieu ordinaire et le milieu, on va dire, universitaire, par exemple, et de pouvoir finalement naviguer euh, entre ces différents lieux. L'idée, c'est que d'un point de vue des lieux d'enseignement et de formation, il faut sensibiliser davantage les intervenants à la problématique du handicap psychique. Et puis, du point de vue des soins de santé mentale, remettre le projet de formation professionnalisant et l'accès à un diplôme on va dire, au cœur de la problématique de la prise en charge de nos jeunes, car c'est un enjeu majeur du rétablissement. Et ça, c'est vraiment important à considérer. La formation, ça permet aux jeunes une intégration, ça permet de prendre le rôle d'étudiant ou de travailleur au-delà de la position de malade, de la pathologie. Et vraiment, l'idée, c'est de rétablir ou maintenir une trajectoire de vie normale. C'est le but de la plupart des centres d'intervention précoce. Et donc, l'accès au diplôme professionnalisant, c'est vraiment quelque chose qui est au plus proche des aspirations du jeune, afin de porter un peu l'espoir à un moment qui est crucial. Voilà un petit peu sur les réflexions par rapport à cet accès au diplôme professionnalisant. S'il y a des questions ou des compléments, justement, qu'on puisse discuter. Merci Juliette. Effectivement, on a une quinzaine de minutes, 10 pour quelques questions aux commentaires de la salle. Avant de passer à la prochaine intervention. Alors, on a une remarque de Dorothée Fanger qui dit qui dit bonjour. Il me paraît important de souligner le rôle des chargés d'insertion professionnelle, donc une formation spécifique. Ils sont des acteurs privilégiés pour l'articulation avec le milieu scolaire, de la même manière qu'avec le milieu professionnel. Ils ont un rôle spécifique complémentaire avec les acteurs médicaux et les assistantes sociales.
Oui, je suis d'accord, mais c'est comme essayer aussi de démocratiser un peu le job coaching en ce qui concerne la réinsertion professionnelle. Donc, en effet, les chargés d'insertion professionnelle, c'est assez important. Après, je ne sais pas si euh, c'est très développé actuellement au sein des différents centres d'intervention précoce, mais en effet, c'est quelque chose qui serait important à mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Hop. Pour ma part, j'aurais souhaité poser un commentaire. J'ai bien compris si les jeunes ils décompensent en cours d'année universitaire ou scolaire au niveau du lycée, avec Parcoursup qui est complexe et qui est au mois de mars. Donc, tu vois, je suis dans du pratico-pratique. Comment on peut essayer de mailler au maximum. Déjà, je pense que vous informez les parents par rapport à ce qui est indispensable de poursuivre cette inscription, même s'il y a eu une hospitalisation. Et puis bien former ou informer les personnes de secteur ou les autres psychiatres de secteur, voire les médecins généralistes, de l'importance que le jeune puisse continuer malgré un premier épisode psychotique. Oui, c'est hyper important. Et puis, alors, il y a une chose qui revient quand je discute moi avec mes collègues qui font pas forcément d'intervention précoce, c'est par exemple pour leurs jeunes qui, alors même en dehors du premier épisode, mais un jeune qui va pas bien en cours d'année, finalement j'ai très peu de collègues moi au sein de l'hôpital qui étaient au courant de les aménagements scolaires possibles. Alors je parle de l'université là, mais c'est possible en fait aussi dans les centres de formation, même si des fois c'est pas tout à fait les mêmes demandes, mais par exemple dans les centres enfin dans les universités, il y a des aménagements qui sont possibles. Des tiers-temps, des salles individualisées, des aides à la prise de notes. Et au final, moi, je me rends compte que j'ai peu de collègues qui sont au courant, qui peuvent demander ça pour leurs jeunes, mais y compris pour un jeune qui va mal parce qu'il traverse un épisode dépressif, parce qu'il a vécu quelque chose de traumatique et qu'il a des difficultés à se remettre, à se relancer. Et ça, je pense que c'est assez important aussi de pouvoir discuter de ça et d'en faire déjà un point en disant, pour discuter avec les collègues, c'est de dire, c'est important que le jeune puisse repartir rapidement et faire le lien avec les médecins de santé universitaires, avec ceux qui vont décider des aménagements, avec le pôle handicap. Et ça, c'est pas spécifique au centre d'intervention précoce, ça peut être dans tous les services qui reçoivent des jeunes, que ce soit les CMP. Et en fait, c'est très peu fait. Et c'est ça qui est particulier. Moi, par exemple, des fois, au centre de santé, je reçois des jeunes qui ont déjà un suivi, mais on me les adresse pour mettre en place les aménagements, alors que ça pourrait très bien être une demande qui émane du psychiatre qui suit le patient. Et ça, je pense qu'il y a des choses. Et après, au niveau des aménagements, la problématique des aménagements, notamment en université, c'est que c'est un peu tous les mêmes pour tout le monde et que ça manque un petit peu peut-être de spécialisation des aménagements dans ce qui est difficulté psychique. Ça, voilà, c'est des choses peut-être à pouvoir un petit peu plus individualiser, à travailler avec les universités pour qu'il y ait peut-être des choses qui collent un petit peu plus parfois aux patients qui ont des difficultés psychiques. Effectivement, parce que des jeunes qui auraient une orientation ou une reconnaissance MDPH par rapport à un trouble neurodève et une complexité, pour quelqu'un faisant un premier épisode où on n'a pas d'évolution diagnostique, comment comment on peut au niveau université, scolarité, défendre le fait d'avoir un aménagement ou un tiers-temps. Les personnes avec TSA, on peut... Handicap fonctionnel, en parlant du handicap. handicap fonctionnel. Et ça, voilà, même si on n'a pas vraiment accès à un neuropsychologue, alors c'est toujours mieux quand on peut joindre un bilan neuropsycho, mais des difficultés, en évoquant les difficultés de concentration, les difficultés d'organisation, des choses, les liens, les difficultés, en parlant du handicap fonctionnel lié à l'émergence du trouble. Et ça passe, c'est assez, en décrivant concrètement sur les demandes, ça fonctionne. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les liens concrets entre soins et enseignement, enseignants intervenant dans les lieux de soins.
Alors, c'est assez variable en fait, parce que alors, on est à chaque fois soumis au secret professionnel. Donc, moi, je sais qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de se mettre en lien direct avec les profs, notamment les responsables, les différents. Enfin, il y a des responsables pour les différents départements. En pratique, on le fait avec l'accord du jeune. Ça peut être des rencontres avec le jeune et le prof responsable du département. Les case managers peuvent le faire aussi. Il peut y avoir, ça peut prendre différentes manières. Il n'y a rien qui est encore très formalisé là actuellement. L'idée, c'est quand on est mobile, donc on intervient quand il y a besoin. Et donc à ce moment-là, on se met directement en contact avec les profs en présence du jeune et on discute sans parler forcément du diagnostic, mais en se centrant sur les difficultés et le handicap fonctionnel en fait. Et ça peut bien fonctionner. Alors, pour les jeunes qui ont un trouble, qui ont fait un premier épisode psychotique, mais également pour d'autres jeunes qui ont aussi des troubles neurodéveloppementaux et pour qui il faut un type TSA ou même hyperactivité associée. Ça, c'est assez, voilà, on va rencontrer, on va expliquer. Donc ça, c'est comme ça qu'on se met un peu en lien. Il n'y a rien encore de formalisé là-dessus parce qu'il y a le pôle handicap. Mais le problème du pôle handicap, c'est que parfois, il y a des réunions, des synthèses où ils vont décider les aménagements qui peuvent être mis. Mais après, il y a le lien avec les personnes avec lesquelles sont directement en lien le jeune. Et c'est avec eux qu'il faut arriver aussi à discuter parce que sinon, ils ne comprennent pas. Le pôle handicap va pouvoir dire eh ben, voilà, on va mettre tel aménagement pour ce jeune. Mais comme souvent ce sont des handicaps pas visibles, et ben, il y a une incompréhension et il y a des fois des profs qui pensent que ce sont des caprices ou qu'il n'y a pas de raison. Et donc, c'est intéressant de pouvoir, en centrant le débat sur le fonctionnel, pouvoir discuter directement avec ses profs. C'est pour ça que les case managers, c'est vraiment des personnes qui ressourcent. Mais moi, ça m'arrive aussi de le faire. D'accord. Et puis, j'ai une autre question, Juliette. Comment faire pour gérer aussi la confrontation parfois difficile à ce retour aux études pour le jeune, avec le risque d'accroître le sentiment d'échec et la baisse de l'estime de soi qui peut aller avec? Alors, souvent, c'est l'inverse en fait. Souvent, moi, ce que j'ai eu, c'est des personnes qui avaient arrêté leurs études à cause du premier épisode psychotique et qui avaient un effondrement timique et narcissique à cause de ça parce qu'ils voyaient les camarades continuer et eux stopper leurs études. Et c'est souvent, moi, c'est souvent l'inverse. C'est souvent quand le jeune n'est pas allé, n'a pas continué, la confrontation a été plus dure. Après, quand on les fait reprendre, c'est pas la confrontation avec la reprise des études qui est à travailler, c'est la confrontation avec ce qui s'est passé et avec le premier épisode psychotique et comment on donne un sens à ce premier épisode psychotique qui, qui est à travailler parallèlement, même en amont, dès la prise en charge. Et c'est comment c'est le sens que le jeune va donner à cet épisode psychotique qui va aussi faire la capacité à finalement se sentir légitime à retourner en fac, parfois avec des difficultés parce que lors d'une crise, d'un épisode, ça peut être compliqué avec les autres. Mais après, on a des groupes d'affirmation de soi, on travaille avec l'affirmation de soi, les outils de gestion du stress, tout ce travail autour du trauma et tout ça. C'est un ensemble, c'est la prise en charge pluridisciplinaire aussi et qui va faire que ça va réussir. Alors, ça ne réussit pas à tous les coups, hein. Il y a des patients pour qui c'est difficile. Et là, on rebondit sur autre chose et on reprépare autre chose. Donc, concrètement, il y a pas, toutes les patients ne sont pas pris en charge de la même façon. Mais finalement, la majorité, quand même, on va dire la majorité de nos patients, ça fonctionne. Il y a quelques patients pour qui le retour est compliqué. Alors, j'ai une question de Marie-Odile. Est-ce Oui. que vous transmettez, discutez les plans de soins de vos patients avec les médecins généralistes et les universitaires? Pour les services Et universitaires, ça rejoint un petit peu la question de Frédéric, voilà. qui rajoute Voilà, la question de savoir à qui on… Enfin, donc la première question, c'est est-ce que vous transmettez ou est-ce qu'il y a un dialogue à un moment donné? Si oui, avec qui plus particulièrement? Quel serait le meilleur interlocuteur au sein de ces structures? Et alors, il a fait une question beaucoup plus élaborée que je peux lire aussi, qui est est-ce qu'il y aurait un modèle d'intervention qui serait particulièrement adapté à l'université pour le maintien des études,
un peu comme le modèle IPS en constitue Ah, un ouais. modèle de l'emploi. Peut-on imaginer une déclinaison de ce modèle vers les études, principe de non-exclusion, partir du projet de la personne, etc. Faut-il développer des compétences spécifiques de ce type au sein même de l'université ou des services d'intervention précoce? Au fond, c'est comment on articule ça en pratique, quoi. En fait, ce qu'il faudrait, et c'est ça, en fait, c'est l'idée, enfin, la question de Frédéric est tout à fait pertinente, c'est le modèle IPS décliné sur, en tout cas pour ce qui est, par exemple, des universités et des facs, c'est vraiment ça, c'est décliner le modèle, inventer un modèle IPS dédié à l'université sur des modèles strictement identiques avec des interlocuteurs sur place et une équipe, enfin, sur place, une équipe qui soit un peu plus spécifique sur place, qui soit identifiée, et qui ait des zones d'intervention des soignants de l'intervention précoce, tout en privilégiant aussi la mobilité. L'idée, c'est pas qu'il y ait l'équipe intervention précoce et l'équipe psychose débutante et qu'on voit tous les jeunes rentrer dans l'équipe psychose débutante parce que ça aussi, ça ne favorise pas non plus l'inclusion. Et il y a quand même une forte stigmatisation, mais qu'en tout cas, il y ait des interventions peut-être un peu plus structurées et des collaborations avec les centres de santé universitaires. Je pense que la clé, c'est Moi, je sais qu'à Dijon, c'est avec la médecin et l'infirmière qui sont vraiment dédié aux aménagements scolaires que finalement, je travaille le plus et on travaille le plus le projet individualisé et dont j'ai le plus de liens parce que c'est plus facile. Et puis, comme c'est un médecin, ça permet aussi d'échanger des informations médicales sans lever le secret professionnel. Mais là, c'est assez intéressant. Et puis, d'avoir des personnes mobiles qui partent de structures de soins et qui vont vers les universités pour des rencontres sur le campus, soit dans des lieux dédiés, soit aussi sur le campus en lui-même, ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait, mais... Comme quoi, il y a encore pas mal de coordination et de liens à faire, mais c'est vrai que la méthode IPS et puis de coordonner les choses, c'est un bon levier et surtout d'expliquer que les personnes doivent se rétablir rapidement dans les études pour pas décrocher, qu'on a des outils. Bon, on va essayer de les coordonner tous ensemble.